Bonjour, bienvenue dans ce module de sensibilisation que l'on a baptisé Slow Fashion Training. Je suis Florence Touzé, je suis co-titulaire de la chaire RSE. Alors vous n'êtes peut-être pas familier avec ce qu'est une chaire. On peut définir une chaire comme étant un programme de recherche financé par des partenaires mécènes. Et donc nos travaux de recherche accompagnent nos partenaires dans leur démarche RSE, bien sûr. Ces travaux, on les réalise avec nos étudiants. Ils nourrissent la pédagogie d'Audencia et d'Audencia Sciencescom. Donc c'est aussi une façon de mettre en lien permanent étudiants, enseignants et entreprises. Alors nous avons comme partenaires... Nous avons 6 partenaires. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélanie Duguet, chargée d'études au sein de la chaire RSE. Et comme le disait Florence, nous avons 6 partenaires qui sont Nantes Métropole, KPMG, le Crédit Agricole, le groupe ERAM, Sodexo et les Cotonantais. Alors ce module de sensibilisation, on en a eu l'idée après l'expérience et l'efficacité du module Nego Training que vous connaissez peut-être. Nego Training qui accompagne les femmes dans davantage de maîtrise de leur négociation salariale. Et on a eu envie de créer son petit cousin sur une thématique qui est un de nos secteurs d'expertise dans la chaire, qui est le domaine de la mode. Et la mode, quand on parle de responsabilité, c'est un gros sujet. On connaît aujourd'hui ces impacts énormes, à la fois environnementaux et sociétaux. On en reparlera tout à l'heure justement de manière un peu plus chiffrée. Et puis la mode, c'est aussi un sujet d'actualité important, particulièrement en ce moment, Noël, Black Friday, pas Black Friday, commerce fermé, marque en vente en numérique, tout ça se télescope avec les changements de consommation dont on sait qu'il va falloir, auxquels on va devoir s'habituer. Donc comment remettre en cause la fast fashion et les habitudes, les mauvaises habitudes que nous a données la fast fashion. Donc le débat il est en cours en ce moment, mais aujourd'hui c'est pas un débat qu'on veut vous inviter, mais plutôt à une sensibilisation, à changer nos comportements, à ajuster nos comportements. Alors il y a déjà des gens qui sont devenus des experts de la mode responsable, il y a déjà des affranchis de la mode responsable, ils sont bien sûr les bienvenus. On a surtout envie, nous, de s'adresser aujourd'hui à toutes les personnes qui entament cette réflexion, qui sont un peu perdues aussi par rapport à ces nouvelles injonctions. Donc l'idée c'est plutôt d'accompagner en se donnant des repères communs et puis en décryptant la question des comportements. Donc c'est cet état d'esprit qu'on a choisi d'avoir, pas du débat, mais de la sensibilisation et des pistes pour vous accompagner. Et ce n'est qu'une étape en fait. Oui, aujourd'hui dans le cadre de Social Change, l'idée c'est de vous proposer un premier module pilote et de pouvoir le faire évoluer à l'avenir, de l'adapter et de l'enrichir. C'est pourquoi, début 2021, on souhaite lancer un groupe de travail pour co-construire ensemble et imaginer des contenus annexes, imaginer aussi une méthode d'animation, de fonctionnement, pour pouvoir lancer de premiers modules à partir du printemps, de mai 2021. Donc, comme le disait Florence, l'idée c'est vraiment de repartir avec des clés pour réfléchir sur notre manière de consommer, d'avoir aussi des chiffres clés, des repères pour pouvoir s'interroger et agir, c'est-à-dire avoir des pistes pour pouvoir consommer de manière plus responsable. Donc nous ne sommes pas des experts techniques de la mode. Voilà, vraiment on veut vous sensibiliser à la mode responsable et aux manières possibles de changer notre consommation pour justement produire moins et mieux. C'est vraiment l'enjeu en tout cas de ce module. Et l'état d'esprit n'est pas du tout d'être moralisateur, de juger ou de culpabiliser. C'est vraiment de réfléchir ensemble et d'avancer ensemble pour consommer plus responsable. Alors avancer ensemble, c'est aussi la possibilité que vous avez de nous poser des questions via le chat et on essaiera de répondre à toutes vos questions bien sûr. Donc comment on va organiser ce petit module qu'on avait imaginé très interactif à l'origine du projet et puis bien sûr les contraintes en font qu'on est plus dans une approche descendante mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Donc en 3 étapes, une première étape où on va parler des impacts. Donc on va évoquer le contexte, histoire de se donner un socle commun d'informations, de mieux comprendre pourquoi c'est important de changer de consommation.
Et puis ensuite, une deuxième partie de ce module va être consacrée à une partie plutôt analytique. L'idée étant d'essayer de décrypter pourquoi on consomme comme ça, comment l'industrie, le secteur et les imaginaires de consommation nous amènent à augmenter toujours plus nos consommations et pas toujours avec des résultats très satisfaisants finalement. Donc on va essayer de comprendre, de mieux comprendre. Quand on comprend mieux son comportement, c'est plus facile de l'ajuster. Et puis enfin, on terminera avec des pistes, c'est-à-dire des conseils, parce que le cheminement, il n'est pas toujours simple, des conseils, des sources et des pistes pour pouvoir aller plus loin ensemble. Je vais démarrer avec la première partie sur l'impact du secteur de la mode. Aujourd'hui, le secteur de la mode est la deuxième industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière. La mode émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, ce qui est énorme et ce qui représente, selon les sources, 3 à 10% des émissions carbone totales dans le monde. Donc à titre de comparaison, son impact est plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Et c'est également la deuxième industrie la plus consommatrice d'eau après l'agriculture. Si on poursuit finalement notre consommation comme aujourd'hui, si on continue de consommer de la même manière, en 2050, le secteur textile sera responsable de plus d'un quart des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on crée ce module et qu'on réfléchisse sur les manières d'ajuster nos modes de consommation. Il faut vraiment qu'on consomme de manière plus responsable et que l'industrie textile produise mieux et produise moins pour être moins impactante. On a voulu prendre deux exemples de vêtements qu'on a tous dans notre armoire, un t-shirt et un jean, pour vous montrer concrètement le coût environnemental de la production de nos vêtements. Donc à titre d'exemple, un t-shirt, pour le produire, il va nous falloir 2700 litres d'eau, ce qui correspond à 70 douches. Et pour produire un jean, il va nous falloir 11 000 litres d'eau, ce qui correspond à 285 douches. On voit que c'est énorme en termes de consommation d'eau. On parle souvent de gaspillage alimentaire, on en entend souvent parler. Mais il y a aussi un gaspillage vestimentaire qui existe et qui est réel. Finalement, il y a 15 ans, on achetait 2 fois moins de vêtements. Aujourd'hui, avec la fast fashion, les collections se renouvellent de manière de plus en plus rapide, on achète de plus en plus de vêtements et dans le même temps, on les garde 2 fois moins longtemps. Quand on regarde dans notre garde-robe, on s'aperçoit que 70% des vêtements qui composent notre garde-robe ne sont jamais portés. Et ça correspond par logement à 114 € de vêtements qui ne sont pas portés, qui dorment dans nos placards. Par an, chaque année, un Français achète 9,5 kg de vêtements en moyenne et en même temps, il n'en donne que 3,6 kg et seulement 20% des vêtements sont recyclés. On voit bien qu'on a une grosse marge de manœuvre pour donner une seconde vie aux vêtements et ne pas les laisser dormir dans nos placards. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que nos placards débordent, que bien sûr c'est important d'avoir les chiffres sur l'industrie et les efforts que l'industrie doit faire, mais ça nous montre aussi que nous, individuellement, on a aussi des clés, des leviers, à la fois sur arrêter de remplir, à la fois savoir faire le tri, bien savoir ce que l'on va faire des vêtements dont on ne veut plus, et puis cette histoire de gaspillage et de prix, puisque quand on parle de consommation responsable, ce qui est souvent opposé, le premier frein, c'est des gens qui nous disent « bah oui, mais ça coûte plus cher » ou « j'ai pas les moyens ». Et finalement, quand on observe un peu plus finement nos comportements, on se rend compte qu'on dépense pour rien et qu'on dépense inutilement. Donc la question du budget, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une vraie clé aussi, c'est vraiment un autre point de vue pour analyser, faire le bilan de la façon dont on a procédé, dont on a rempli nos armoires et qui n'est pas forcément la bonne solution aujourd'hui. Et d'ailleurs, finalement, si vous n'avez pas envie de donner vos vêtements, vous pouvez aussi les revendre, ce qui vous permettra de dégager un budget pour faire autre chose. Et on voit que dans le secteur de la mode, la seconde main est vraiment en plein essor. 39% des Français ont acheté des vêtements ou des chaussures d'occasion en 2019.
ils étaient seulement 15% il y a 10 ans. Donc on voit que ça se développe de manière assez rapide et assez énorme. Et en 2020, 48% des Français souhaitent en tout cas y avoir davantage recours. Les motivations à consommer des vêtements d'occasion sont avant tout budgétaires, forcément ça permet de faire des économies, mais ça permet aussi de diminuer sa consommation. Et les consommateurs en tout cas qui ont recours à la seconde main ont aussi des préoccupations éthiques et environnementales qu'il ne faut pas oublier. Après, on vous a parlé depuis tout à l'heure du coût, de l'impact environnemental du secteur de la mode, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un coût humain, un impact social énorme. Finalement, il est important de s'interroger sur les lieux de fabrication, où est-ce que sont produits nos vêtements, et derrière ça, quelles sont les conditions de travail, les conditions de salaire des ouvriers qui les produisent. On vous a mis un petit visuel avec 2 photos. À gauche, une personne qui est une ouvrière qui a produit un vêtement et à droite, une consommatrice. Et on se rend compte que le prix du vêtement qu'on achète ne reflète pas du tout le salaire de la personne qui l'a produit. Et ce qui est important aussi, c'est de faire la part des choses et d'éviter le greenwashing que certaines marques font. Donc par exemple, on vous a mis également un visuel à droite avec une pub avec une petite salopette qui est produite dans des conditions inhumaines pour un salaire dérisoire, mais c'est écrit en vert. C'est une campagne de communication justement contre le greenwashing. Donc oui, une campagne de We Dress Fair, dont on reparlera aussi tout à l'heure, qui est une plateforme de sensibilisation à ces problématiques-là. Donc on voit avec ces quelques chiffres que la situation est vraiment à prendre en compte et à prendre en compte de façon urgente, à la fois du côté industriel, mais on avait aussi envie de s'intéresser davantage aujourd'hui à nos comportements individuels et d'essayer de mieux les comprendre. Alors c'est la partie qu'on va aborder maintenant, parce que le parti pris, c'était de se dire on peut tous changer, on peut tous contribuer à mieux consommer, mais que généralement, quand on parle de consommation responsable, c'est souvent synonyme de contraintes, de choses un peu rudes, un peu tristes. C'est souvent synonyme d'un effort et ce qui peut aller jusqu'à la frustration. Et en fait, on a aussi envie de montrer par ce dispositif que ce changement de point de vue, on peut aussi le vivre comme une opportunité de changement à autre chose, une opportunité aussi pour, pourquoi pas, se libérer de certaines injonctions de l'écosystème de la fast fashion. Mélanie nous disait tout à l'heure qu'on a doublé notre consommation en 20 ans, je crois que c'est ça les chiffres. Donc notre cerveau, il fonctionne aussi à la dopamine, c'est-à-dire que plus on en a, plus on en veut, et donc on est dans une espèce de course effrénée, et il fonctionne aussi avec des phénomènes d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on a commencé à procéder d'une certaine manière, on a tendance, par simplicité, à répéter ces comportements. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne pour peut-être se dire je vais essayer de changer et de me comporter différemment. Et donc là, je vais prendre un petit peu ma casquette de professeur pour vous proposer ce décryptage un petit peu théorique, mais qu'on trouve assez éclairant. En fait, quand on a un nouveau projet d'achat, ou quand naît un nouveau projet d'achat, quand il émerge, il est en général issu de 2 phénomènes. Soit on a besoin de quelque chose, soit on a envie de quelque chose. C'est vraiment 2 situations assez différentes. En fait, quand on a besoin de quelque chose, ça correspond à une réalité pratique, technique. Et là, on peut donc parler ou d'habillement ou d'équipement, quand on a besoin d'un vêtement spécifique pour faire du sport, par exemple, quand on a besoin d'un vêtement spécifique pour une condition météo, par exemple, quand on a évidemment toutes les questions de changement de taille, si on pense aussi aux vêtements des enfants, on va être ici dans un besoin. Donc renoncer à un besoin, ce n'est pas forcément la bonne solution. En revanche, on verra tout à l'heure que on peut modifier sa façon de satisfaire ses besoins par d'autres façons d'acheter. La seconde main, par exemple, peut en être une.
Donc ça, c'est une première partie, mais qui finalement ne représente pas l'essentiel de nos achats de vêtements et de nos achats de mode. L'essentiel, il est composé par tout ce qui va nous faire envie. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi d'aller creuser ce phénomène. Donc là, on peut vraiment parler de mode, parce qu'à partir du moment où on a envie d'un vêtement spécifique, on va tout de suite aller creuser du côté du lien social, de l'expression de soi, peut-être de la confiance en soi, de soi dans un groupe. Donc d'un point de vue psycho-affectif, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus engageant aussi pour certains. Donc on avait envie de vous proposer cette petite investigation. Et donc par exemple, l'envie, si on comprend d'où elle est issue, on peut aussi la mettre un petit peu à distance. En fait, l'envie, c'est un mélange d'influence et d'image de soi par rapport à cette influence. Donc, c'est assez intéressant de s'interroger sur, finalement, individuellement, personnellement, qu'est-ce qui m'influence pour mes achats de mode? Est-ce que ce sont des phénomènes ou des acteurs extérieurs, mes amis, mes collègues, ma famille, ma culture professionnelle par exemple, ou bien est-ce que je m'influence moi-même, ou peut-être les deux d'ailleurs, est-ce que je m'influence moi-même en ayant une activité qui va consister à suivre des influenceurs ou des influenceuses, à lire des magazines de mode, à regarder des émissions de mode, est-ce que cette influence, je l'entretiens parce que ça me plaît? Est-ce que je l'entretiens par habitude? Est-ce que ce système permanent d'entretien de nouvelles envies est quelque chose qui me satisfait réellement? Est-ce que je peux aussi le mettre à distance et voir ce que ça va provoquer dans mon état et dans mon confort personnel? Le lien social, on sait qu'il est très important dans la question du vêtement, bien sûr. Hein. On se donne à voir, donc le vêtement est important. Et on sait qu'aussi un changement dans des habitudes personnelles peut entraîner un changement dans la question de la consommation de mode. Je donnais pour l'anecdote l'exemple à Mélanie, de mon exemple d'un changement, d'un déménagement de lieu de travail, avec un lieu de travail précédent pour les Nantais, quartier Gralin, donc en plein milieu de toutes les jolies vitrines qui tous les jours me faisaient des petits signes avec des tentations quotidiennes, à un nouveau quartier où il y a beaucoup moins de commerces liés à la mode et où j'ai donc beaucoup moins ces tentations. Et finalement, après quelques mois, je me suis rendu compte que, en effet, j'avais moins consommé, j'avais eu moins de tentations et que finalement, ça ne m'avait pas du tout perturbé ou pas du tout gêné. Donc, un changement de contexte peut aussi changer notre comportement. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce qui, dans tout ça, me fait du bien, qu'est-ce qui, dans tout ça, m'apporte réellement une satisfaction. Donc, faire cette investigation, cette évaluation sincère de son comportement, c'est assez éclairant. On peut, par exemple, interroger plus précisément sa satisfaction. Qu'est-ce qui nous plaît quand on achète un produit de mode, des vêtements ou des chaussures? Est-ce que c'est le projet en lui-même? On va avoir l'idée ou l'envie, comme on le disait tout à l'heure, d'un achat, et puis on va s'imaginer à faire cet achat, que ce soit en ligne ou en boutique. Est-ce que c'est le moment même du shopping qui va nous faire plaisir parce qu'on va l'organiser seul, à plusieurs, entre copines, comme une activité, comme un loisir? Est-ce que ça, c'est un moment de satisfaction? Est-ce que l'achat lui-même est un moment de satisfaction spécifique? Le fait de sortir sa carte bleue, de s'autoriser à faire une dépense comme un moment peut-être de décompensation, peut-être de consolation, peut-être de se dire oui, je le vaux bien, hein, ça nous rappelle le slogan d'une marque célèbre. Est-ce que c'est ça qui nous fait plaisir? Est-ce que c'est de trouver une pièce sur laquelle on va obtenir un prix fabuleux, donc le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, hein, en période de Black Friday et avant de parler de période de solde, c'est particulièrement d'actualité. Est-ce qu'au contraire, on va se dire, moi j'ai déniché la pièce exceptionnelle qui va m'apporter satisfaction? Est-ce que ce qui me fait plaisir, c'est de ramener tout ça chez moi, dans mon armoire ou dans mon dressing, et ça y est, je l'ai en ma possession?
Est-ce que j'ajoute une pièce à une petite collection? Est-ce que c'est une paire de chaussures en plus? Bref, qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir? Qu'est-ce que ça nous apporte? De la joie, de l'apaisement, de la consolation. C'est différent pour chaque personne, bien sûr, mais ça vaut le coup de se poser la question. Et puis, au-delà de savoir quel est le type de satisfaction, c'est quelle est la durée de cette satisfaction. Est-ce que cette paire de chaussures en plus, c'est quelques minutes de satisfaction, quelques heures, ou peut-être, parce qu'on a fait le bon choix de la bonne paire de chaussures, c'est plusieurs années au cours desquelles on va se dire, vraiment j'avais fait un bon achat et j'ai toujours plaisir à les porter. Donc, interrogez-vous pour pouvoir mieux comprendre comment vous fonctionnez et peut-être comment vous pouvez apporter des réglages à ce fonctionnement. Donc, en faisant cette petite investigation personnelle, c'est vraiment aller jusqu'à procéder à l'analyse du budget. Tout à l'heure, on parlait du prix, la question du prix qui, évidemment, est au centre de tous nos arbitrages de consommation. Donc c'est central, la question du prix, et c'est un frein central dans un changement de type de consommation. Donc, en faisant l'exercice de calculer son budget annuel d'achat de vêtements, de le faire sincèrement en comptant bien tout, ça permet déjà de prendre conscience de ce qu'on dépense, parce que sinon, au coup par coup, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, prendre conscience de ce qu'on dépense à l'année et de le mettre en parallèle de l'usage effectif qu'on a de ces achats et bien sûr de la satisfaction réelle dont on parlait il y a quelques minutes. C'est s'offrir un autre regard sur son comportement. Et ça, évidemment, ça permet aussi de prendre conscience de peut-être des 70% de vêtements qui restent dans nos armoires sans être utilisés. Et puis on peut aller aussi jusqu'à calculer son impact environnemental ou social par des petits dispositifs comme celui de l'ADEME dont on reparlera tout à l'heure, qui permet aussi de se dire, voilà, moi, quand je fais ça, qu'est-ce que ça produit comme impact en termes d'environnement ou en termes social? Ça permet aussi de regarder différemment son comportement. En faisant tout ce petit travail, qui est vraiment enrichissant en fait à faire personnellement, ça permet ensuite d'avoir les leviers pour ajuster. Ça permet d'identifier quels nouveaux réflexes on va pouvoir essayer de mettre en place, peut-être des nouveaux rythmes dans son système personnel d'achat, peut-être de nouveaux arbitrages, peut-être moins de ça et plus de ça, peut-être moins souvent et un peu mieux, ou un peu plus de qualité, ou un peu plus de vigilance sur la responsabilité, les caractéristiques responsables de ce qu'on va acheter. Donc ajuster et puis se définir un projet personnel individuel à sa mesure, se dire par exemple je me lance un petit défi, un mois sans achat. Alors un mois pour certains c'est rien du tout, pour d'autres c'est énorme, il faut l'ajuster à son fonctionnement habituel. Donc se définir un projet et en parler, le partager avec ses proches. Quand on annonce qu'on va faire quelque chose, on va davantage s'y tenir. Le partager et pourquoi pas aussi en faire un défi un peu collectif. On a vécu des expériences comme ça de zéro déchet. Et bien on peut aussi être dans des expériences pas forcément de zéro achat, mais en tout cas de achats différents et achats plus responsables. Donc ça c'est une façon de cheminer, d'avancer, de progresser. Et puis assez rapidement, on va pouvoir aussi en tirer les conséquences, en tirer les bénéfices, bien sûr, parce que c'est bien sûr l'objectif. Ce qui va nous aider aussi dans cette démarche, c'est que le contexte évolue et que les codes changent. Finalement, la fast fashion, c'est plus vraiment très cool. Revenir les bras chargés de plein de sacs et de plein de vêtements, c'est plus forcément un comportement social qui va poursuivre dans sa normalité. Donc la norme, elle ne va plus être dans la quantité. L'idée, c'est évidemment de retrouver d'autres satisfactions, de se faire plaisir différemment. Alors, il y a une petite astuce qui commence à être connue, mais qui est assez efficace, c'est ce qu'on appelle la méthode Bisou, donc une petite checklist à laquelle on peut passer ses prochaines envies. Donc Bisou comme besoin immédiat, semblable, origine, utile.
besoin, c'est-à-dire à quel besoin psycho-affectif correspond cette envie. Donc cette petite phase d'analyse. Ensuite, est-ce que ce vêtement, j'en ai besoin tout de suite? Est-ce que je ne peux pas décaler dans le temps cet achat? Le fait de décaler déjà, peut-être ça la remettra en question, cette envie. Est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose de semblable dans mon armoire ou qui aura la même utilité? Et puis, bien sûr, il faut s'interroger sur son origine. D'où vient ce vêtement? Comment il a été fabriqué? Avec quelle matière? Avec quelles ressources? Est-ce qu'il y a des gens comment ont vécu les gens qui ont fabriqué ce vêtement? Ça vous donnera un point de vue bien sûr différent. Et puis enfin, est-ce que j'en ai réellement l'utilité? Est-ce qu'il ne va pas venir s'ajouter aux 70% de vêtements qui ne sont jamais utilisés dans mon armoire? Donc, une petite astuce qui est en fait assez efficace. Ce qui nous amène, vous voyez, à cheminer petit à petit, à progresser. Évidemment, tout n'est pas simple et tout ne sera pas fluide, mais vous allez probablement assez facilement faire cet apprentissage, mais ça nécessite aussi d'être accompagné. Donc pour ça, on a aussi d'autres pistes à vous proposer pour vous aider dans cette démarche. On a voulu vous proposer 3 pistes pour pouvoir modifier nos comportements de consommation et aller vers une consommation plus responsable. Donc la première piste, c'est de consommer autrement, différemment. On parlait tout à l'heure de la seconde main, donc plutôt que d'acheter uniquement des vêtements, des chaussures neuves, pourquoi pas acheter des vêtements d'occasion? On peut le faire en allant dans des friperies. Il y a aussi de plus en plus de boutiques locales qui s'ouvrent et qui sont spécialisées dans la revente de vêtements d'occasion. On a aussi des plateformes en ligne. Alors le petit point de vigilance, c'est d'essayer d'acheter des vêtements qui ne proviennent pas de l'autre bout de la France. On peut aussi louer plutôt qu'acheter. La marque Bocage a lancé une offre de location de chaussures qui s'appelle l'Atelier Bocage. Donc on peut louer une paire de chaussures pour 2 mois. Ensuite, on la rend et ça nous permet aussi de renouveler le dressing sans créer de gaspillage textile. Et finalement, la chaussure est ensuite reconditionnée en France, dans la région, et elle est remise sur le marché, de la location ou de la vente. On peut aussi acheter à la commande, à la souscription. Donc par exemple, la marque 1083 vend ses jeans à la commande. Il y a aussi l'Atelier 1, ou des marques plus grand public comme ProMode qui s'y mettent. Oui, absolument, qui vient de se lancer. En fait, l'idée de la souscription, c'est que la fabrication ne sera lancée que quand il y aura un certain nombre de pièces commandées. Donc ça modifie aussi l'espace-temps dans lequel on consomme. La deuxième grande piste à laquelle on a pensé et qu'on vous propose, c'est d'acheter moins, évidemment, mais d'acheter mieux. Donc on réfléchit vraiment à ce qu'on achète et on essaie de privilégier tant que c'est possible la qualité. Donc on entend par qualité la durabilité plutôt que la quantité. Donc par exemple, la marque TBS a lancé une chaussure qui est recyclable à l'infini. Donc ça, typiquement, c'est une meilleure qualité. Ça permet d'avoir une paire de chaussures, des vêtements qui durent plus longtemps. On privilégie aussi, tant que c'est possible, les fabrications locales, donc le Made in France, le Made in Europe, et les fibres naturelles, parce qu'elles vont, pour être produites, elles vont être beaucoup moins consommatrices d'eau. Donc on a le lin, le chanvre, le coton bio. Et finalement, quand on vous dit tout ça, vous allez nous dire oui, mais c'est bien joli, le Made in France, le Made in Europe, c'est super, mais moi, j'ai pas le budget, je peux pas me permettre. Donc tout à l'heure, Florence en parlait. Et finalement, l'idée, c'est de pouvoir raisonner en termes de budget annuel plutôt que de raisonner à l'achat, à l'impulsion. Et je pense que si vous décidez de consommer peut-être un peu plus d'occasion, d'acheter moins sur l'année, vous allez vous y retrouver, vous allez peut-être même moins dépenser. Oui, c'est possible parce qu'évidemment, les deux pistes là, peuvent s'associer. Acheter une qualité supérieure mais d'occasion, mais finalement, ça ne vous coûtera pas plus cher que d'acheter plusieurs pièces de qualité médiocre neuve. Donc la seconde main, elle a aussi beaucoup changé d'allure ces dernières années. On peut avoir en tête parfois des friperies un peu pas très attrayantes, mais aujourd'hui, il y a des tas d'autres solutions en seconde main. Il y a des très jolies boutiques. Il y a aussi de plus en plus de grandes marques qui proposent maintenant des corners seconde main où vous pourrez trouver aussi vos repères. Donc l'offre, les possibilités qui s'offrent à nous pour faire différemment, elles se multiplient. La troisième grande piste, c'est évidemment de rallonger la durée de vie de ces vêtements. Donc l'entretien est très important. L'idée, c'est de les laver moins souvent, comme ça ils s'abîmeront aussi moins vite.
les laver à une température plus basse. Et on l'a vu tout à l'heure, le gaspillage textile, tous ces vêtements qui dorment dans nos placards, on pourrait se dire, allez, une fois par an, je m'y mets, j'ouvre mes placards et je regarde ce que je porte et ce que je porte pas. Et ce que je porte pas, je me pose la question, est-ce que je vais le porter un jour finalement ou non? Et si on ne le porte pas et qu'on ne va pas le porter, l'idée c'est de pouvoir trier pour soit les donner à votre entourage, à des associations, ou les trier pour qu'ils soient recyclés. Donc pour ça, il existe des bornes comme le Relais Atlantique ou Refashion, anciennement la Fibre du Tri. Vous pouvez vous rendre sur leur site et c'est très facile. Ça vous indique la borne qui est la plus proche de chez vous. Ce n'est pas contraignant. Vous avez juste à trier, à mettre vos vêtements dans un sac et à les déposer. Donc clairement, ça c'est une piste qui est assez abordable tout de suite. C'est vrai que la question de l'entretien, on la connaît moins en fait. Quand on parle de mode responsable, on se centre beaucoup sur la fabrication et la commercialisation. Mais en fait, il y a quasiment la moitié, je crois, de l'impact environnemental des vêtements qui se passe chez nous quand on les entretient. Donc, trouver les bonnes façons d'entretenir ces vêtements. On va voir qu'il y a aussi des applications qui peuvent nous aider. Perdre certaines habitudes de lavage systématique, de sèche-linge bien sûr. Il y a vraiment des tas de façons à la maison pour réduire son impact. Et suite à ces pistes, on a aussi voulu vous présenter des exemples. Donc bien sûr, on n'est pas exhaustive, mais de quelques outils qui existent, qui vous permettront d'avoir des repères, des informations. L'ADEME est un excellent site ressource. Il y a un dossier sur la mode responsable avec plein d'informations, de chiffres clés. Il y a notamment le revers de mon look, la mode sans dessus-dessous qui apporte vraiment un éclairage très complet. Et vous pouvez aussi trouver un quiz que vous pouvez remplir pour savoir quel profil vous avez d'éco-consommateur de mode. Donc vous pouvez vous tester, ça vous permettra aussi d'avoir les pistes d'amélioration pour pouvoir agir dès maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez également le collectif Éthique sur l'étiquette qui apporte un éclairage et qui milite en faveur de conditions de travail beaucoup plus humaines et plus éthiques en faveur des ouvriers qui produisent les vêtements et des ouvrières. On a également 2 plateformes, Florence, dont tu peux nous parler. Oui, Slow We Are et We Dress Fair. Slow We Are, c'est une plateforme qui s'est créée pour justement faciliter les bons réflexes en mode responsable. Donc ça centralise beaucoup de données sur le sujet, beaucoup d'informations, mais ça parle aussi de mode véritablement, donc de style, de look. Donc là aussi, on n'est pas que dans la contrainte et dans le moins et dans le plus rude, mais on peut aussi être dans le plaisir avec aussi la sélection d'un grand nombre de marques qui proposent des offres plus responsables et qui permettent donc de les identifier et de les trouver plus facilement. Eux-mêmes ont créé une forme de label qui permet de valider des démarches, donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'être sûr de ce que l'on va acheter. Et puis We Dress Fair qui est aussi dans cette logique-là, qui a publié l'affiche qu'on voyait tout à l'heure pour dénoncer des pratiques de greenwashing et qui propose aussi un bon nombre de conseils, notamment pour résister aux injonctions de la mode ou de la communication qui va vous dire faites vite, dans 2 heures l'offre n'est plus valable, il ne reste plus que 2 pièces, c'est tout de suite et maintenant. Voilà, toutes ces petits signes qu'on vous envoie pour vous faire agir plus vite. Il y a des tas de façons aussi de les décrypter. C'est très bien expliqué sur le site We Dress Fair. On a aussi voulu vous montrer 3 exemples d'applications mobiles. Alors Clear Fashion, la première, c'est un peu le Yuka de la mode, donc ça permet de connaître la composition de nos vêtements. On a Vigie aussi qui raconte l'histoire du vêtement, de sa conception jusqu'à sa mise en vente. Ça permet vraiment de retracer toute son histoire. Et enfin l'outil ThreadUp qui permet lui de calculer l'empreinte carbone de nos vêtements et de notre consommation.
Alors on va arriver à la fin de ce module. Vous voyez, on a été forcément un peu descendante dans les contraintes qui sont les nôtres à tous en ce moment. Mais on était vraiment sur une idée de pilote. Il reste beaucoup de pistes à creuser. Je pense qu'il serait important de parler plus précisément de labels, plus précisément des matières, des cycles de vie. Donc ce que l'on souhaite, c'est continuer à travailler sur ce sujet pour en faire un dispositif de training donc très collaboratif. Et pour ça, on a envie de créer un groupe de travail pour concevoir ce module avec pour projet de pouvoir le mettre véritablement en œuvre au premier semestre 2021. Donc si vous êtes tenté pour participer à ce groupe de travail, pour poursuivre la construction de ce module, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on aimerait aussi rendre les choses interactives, imaginer des jeux de rôle, peut-être des petits quiz, enfin pouvoir aboutir à un dispositif qui sera mis à disposition de toutes les personnes qui souhaitent faire évoluer leur comportement avec plus de facilité et puis surtout avec plus de plaisir. Donc via le chat, on est déjà à votre disposition pour répondre à ces premières questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à ce groupe de travail. On serait ravis de pouvoir échanger avec vous sur les sujets de la mode responsable et de la consommation responsable. Donc merci de votre attention, à tout de suite pour les questions et peut-être à bientôt pour le groupe de travail. Au revoir.